aujourd'hui. Je vais donc vous présenter mon travail de fin d'études qui s'est intéressé à l'impact de la pratique d'une activité physique sur les différentes dimensions de la qualité de vie des femmes atteintes d'un lymphodème secondaire à un cancer du sein. L'intérêt pour ce sujet m'est venu lors d'un stage de 3e année que j'ai effectué au sein de l'hôpital Cognac-G et où j'ai eu à prendre en charge des patientes atteintes de lymphodème secondaire à un cancer du sein. Leur traitement consistait à des soins de peau quotidiens, des drainages lymphatiques manuels, des bandages compressifs et des exercices physiques. C'est ainsi que mes premières interrogations sont nées, sur d'une part le drainage lymphatique manuel, donc quel était son intérêt et quelle était son efficacité sur le lymphodème, puis sur l'activité physique, quel était son impact sur le lymphodème. À la suite de mes premières recherches, j'ai obtenu de nombreuses études qui traitaient du sujet du drainage lymphatique manuel, mais également de l'activité physique. Au niveau des études qui traitaient de l'activité physique, on se rend compte que le critère de jugement primaire était pour la plupart du temps l'état du lymphodème après activité et le critère de jugement secondaire, la qualité de vie. Ainsi, on se rend compte que la qualité de vie est une notion qui passe toujours au second plan et je me suis donc intéressée à quel était l'impact de la pratique d'une activité physique sur cette qualité de vie. Pour cela, j'ai dû définir 3 notions clés qui sont le lymphodème secondaire, la qualité de vie et l'activité physique afin de mieux comprendre ce sujet. Donc, le lymphodème secondaire est dû à des lésions du système lymphatique induites par tout geste ou traitement réalisé au niveau de l'aisselle. Ces lésions sont à l'origine d'une insuffisance de drainage des substances de haut poids moléculaires qui entraîne une accumulation de liquide dans les tissus sus-aponeurotiques. Cette accumulation de liquide va entraîner un gonflement régional pathologique soit d'une partie du membre supérieur, soit de sa totalité. Au niveau de l'incidence, DCPO rapporte qu'une femme sur 5 développe un lymphodème à la suite d'un cancer du sein avec des facteurs de risque tels que le curage axillaire, le nombre de ganglions prélevés, la sédentarité, la prise de poids ou encore l'inactivité. Enfin, au niveau des répercussions, elles sont visibles tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, avec un fort impact sur la qualité de vie. La qualité de vie, donc c'est une notion qui est complexe, subjective et multidimensionnelle, définie par l'OMS en 1994. Elle s'articule autour de 4 grandes dimensions qui sont la dimension physique, psychologique, émotionnelle et sociale. Cependant, à cela, on peut rajouter d'autres dimensions telles que l'image corporelle, la sexualité, la santé générale ou l'apparence. Dans le cadre du lymphodème secondaire à un cancer du sein, on se rend compte que l'ensemble de ces dimensions peuvent être impactées. Enfin, ce qui concerne l'activité physique, elle est définie par Terpensen en 1985 comme étant tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. On se rend compte qu'au niveau de la pathologie, donc le lymphodème secondaire à un cancer du sein, la pratique d'une activité physique a de nombreux effets. Dans un premier temps, elle n'entraîne pas d'exacerbation du lymphodème ni des symptômes qui lui sont associés. On note seulement une augmentation transitoire du volume du membre jusqu'à 24 heures après l'activité. Ensuite, on note une amélioration de la fonction lymphatique. Donc, la contraction musculaire engendrée par les muscles va augmenter le flux sanguin et le flux lymphatique en direction de la racine du membre et donc améliorer le drainage lymphatique. Enfin, ce qui concerne la qualité de vie, on sait que la qualité de vie est améliorée par la pratique d'une activité physique, mais on ne sait pas quelle dimension est la plus impactée, ni si une activité physique est préférable par rapport à une autre pour améliorer la qualité de vie. Donc l'intérêt de ce sujet, c'était savoir quelle dimension était réellement impactée par la pratique d'une activité physique, savoir si une activité physique particulière permettait d'améliorer une dimension spécifique, et enfin si une activité physique était préférable pour ces patientes par rapport à une autre. L'intérêt de ce sujet, c'était de pouvoir orienter les patientes vers la pratique d'une activité physique qui soit adaptée à leurs besoins. Pour cela, j'ai choisi de réaliser donc une revue systématique suivant les lignes directrices du protocole PRISMA. Les critères d'éligibilité ont été définis grâce à l'outil PICO. Les bases de données utilisées ont été PEDRO, PubMed et Sciences Direct. Et enfin, une équation de recherche a été créée et adaptée en fonction de la base de données utilisée. Au niveau des résultats, donc après interrogation de la littérature, un total de 10 essais contrôlés randomisés ont été sélectionnés. Pour la population, un total de 592 participantes ont été dénombrées, toutes avec un diagnostic de lymphodème secondaire à un cancer du sein, un âge moyen de 55 ans et un IMC supérieur à 25. Au niveau de l'intervention, donc n'importe quel type d'intervention pouvait être retenu. Ainsi, sur les 10 études sélectionnées, on se retrouve avec 6 interventions qui portent sur un travail en résistance, une en aérobie, une en yoga, une en pilates et 2 en activité aquatique. Enfin, ce qui concerne donc le critère de jugement, la qualité de vie, 5 échelles différentes ont été utilisées pour évaluer la qualité de vie. Et on se rend compte que sur ces 5 échelles différentes, 2 sont des échelles génériques et utilisées par la moitié des études, et 3 sont des échelles spécifiques au lymphodème secondaire à un cancer du sein, c'est-à-dire capables de prendre
en considération les aspects mêmes de cette pathologie, est également utilisé par 50% des études. Donc il faut savoir que les échelles qui évaluent la qualité de vie sont construites autour de sous-échelles qui évaluent chacune une dimension spécifique. Ainsi, il a été possible de regrouper les résultats en fonction de la dimension améliorée lors de l'intervention. On se rend compte que la dimension physique et psychologique ont été améliorées pour des interventions en résistance, que la dimension sociale a été améliorée lors de la pratique d'une activité aquatique, et enfin que la dimension émotionnelle a été améliorée lors de la pratique d'une activité de yoga ou d'une activité aquatique. Tout ce qui touche l'image corporelle, la sexualité, l'apparence ou encore la santé générale ont été améliorés par une activité en résistance. Donc en théorie, on pourrait imaginer un modèle simple où une activité physique particulière permettrait d'améliorer une dimension spécifique de la qualité de vie. Cependant, en pratique, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple et il est possible que le contexte dans lequel les interventions ont été effectuées puisse avoir un impact sur les résultats obtenus. Deux paramètres sont à prendre en compte. Le premier est que 70% des études ont réalisé une intervention supervisée à un moment ou à un autre de l'étude. Et on s'est rendu compte que lors de cette période supervisée, la qualité de vie a davantage augmenté que lorsque la période n'était pas supervisée. Donc le fait de pratiquer une activité supervisée est source d'encouragement, de motivation, et les femmes également rapportent se sentir plus en sécurité lorsque l'activité est supervisée. Ensuite, le second paramètre à prendre en compte est que 80% des études ont réalisé une intervention en groupe. Donc l'effet groupe aurait certains avantages sur l'amélioration de la qualité de vie. Il est source d'encouragement, de motivation, améliore tout ce qui touche le bien-être émotionnel et social. Donc les résultats de cette revue sont cependant à prendre avec précaution car des limites existent dans les articles qu'on a inclus. Donc deux grandes limites sont à noter. On note d'abord une variabilité au niveau des interventions. Donc comme je l'ai dit, n'importe quel type d'intervention pouvait être sélectionné. Ainsi, on se retrouve avec 5 types d'activités différentes dont la fréquence, la durée et les modalités ont varié pour chacune des études. Ensuite, on note une variabilité au niveau des outils d'évaluation. 5 échelles différentes ont été utilisées pour évaluer la qualité de vie, dont chacune évaluait une dimension spécifique à l'échelle. De plus, on note que des échelles génériques ont été utilisées qui, contrairement aux échelles spécifiques, sont moins sensibles et donc ont pu omettre de capter certains changements qui auraient été intéressants à analyser. Donc ces limites nous ouvrent de nouvelles perspectives de recherche. Il serait intéressant de réaliser davantage de protocoles plus standardisés en mettant comme critère de jugement primaire la qualité de vie et en utilisant des outils d'évaluation de cette qualité de vie qui soient spécifiques à la pathologie. Ensuite, on pourrait jouer sur les groupes contrôles et les groupes intervention en faisant des séances collectives et individuelles ou alors des séances supervisées, non supervisées. Une piste pour améliorer ou pour compléter ce travail serait de s'intéresser à la relation entre activité physique et hormones, savoir quelles hormones sont sécrétées lors de la pratique d'une activité physique et savoir également comment ces hormones vont améliorer la qualité de vie. Donc ce travail présente un intérêt dans notre pratique. Il nous permet d'acquérir des connaissances sur la physiopathologie du lymphodème secondaire à un cancer du sein, sur son mécanisme de développement, ses facteurs de risque, mais aussi sur les options thérapeutiques disponibles à ce jour pour le MK. Il nous permet d'en apprendre davantage sur les répercussions du lymphodème secondaire à un cancer du sein sur les patientes, répercussions qui sont présentes à la fois sur le plan physique, psychologique, mais également sur d'autres dimensions telles que l'estime ou la confiance en soi, ou encore l'image corporelle qu'ont les patientes d'elles-mêmes. On se rend compte que le rôle du MK va au-delà de la simple prise en charge du volume du membre. Enfin, ce travail nous permet d'avoir un nouveau regard sur la notion de qualité de vie. Il nous permet de comprendre que la qualité de vie est une notion finalement qu'on ne peut pas résumer ou définir à une seule dimension. Ce travail peut ainsi modifier notre pratique libérale quotidienne. Il nous pousse à élargir notre champ de vision et à considérer la patiente dans sa globalité. Ne pas s'intéresser seulement à un seul aspect de la prise en charge, tel que la diminution du volume du membre ou des douleurs. Ce travail soulève également la nécessité d'intégrer la notion de qualité de vie et les différentes dimensions qui la composent au sein de notre prise en charge afin d'orienter notre traitement vers le besoin des patientes. Enfin, ce travail soulève la nécessité d'utiliser des outils d'évaluation qui soient spécifiques à la pathologie. Depuis le décret du 30 décembre 2016, l'activité physique est reconnue comme un moyen thérapeutique non médicamenteux dans la prise en charge des patients atteints d'affections longue durée. Le kinésithérapeute prend ainsi toute sa place dans cette démarche de reconnaissance des bienfaits de l'activité physique et concourt à la bonne réalisation du parcours de soins des patients chroniques. Ainsi, plusieurs stratégies peuvent être mises en place afin de favoriser la pratique d'une activité physique chez les patientes.
Donc on peut promouvoir l'activité physique chez les patientes. On peut informer également les patientes sur les bienfaits de l'activité physique sur leur pathologie. Les patients pensent souvent à tort que la pratique d'une activité physique va augmenter le volume de leurs membres de manière permanente ou même exacerber les symptômes qui sont associés au lymphodème. Ensuite, il faut accompagner les patients dans le choix d'une activité physique qui soit adaptée, les aider et les épauler dans le démarrage de cette activité afin d'en favoriser l'adhérence et donc la pratique régulière. Enfin, notre rôle est de favoriser l'acquisition de ces nouveaux comportements et leur maintien à long terme. Donc l'intérêt de ce travail va au-delà de la prise en charge du lymphodème secondaire à un cancer du sein. Il peut être transposé à d'autres pathologies que nous sommes susceptibles de rencontrer en cabinet libéral. Il faudra veiller cependant à ce que l'activité soit adaptée en fonction de la pathologie, des capacités, des besoins, mais également des attentes des patientes. Donc finalement, que conseiller aux patientes atteintes de lymphodème secondaire à un cancer du sein? Donc la pratique d'une activité physique a montré qu'elle pouvait être bénéfique pour ces patientes avec une amélioration de la qualité de vie et des différentes dimensions qui la composent. Ainsi, l'ensemble des activités physiques présentées dans cette revue, c'est-à-dire les activités en aérobie, en résistance, aquatique, le yoga ou encore le pilate, peuvent être recommandées sans risque d'exacerbation du lymphodème ni des symptômes qui lui sont associés. Pour conseiller les patientes, on peut les orienter vers la pratique d'une activité physique qui soit réalisée en groupe, avec des personnes de tout horizon, mais également vers la pratique d'une activité physique qui soit supervisée. Ces deux modes présentent certains avantages, ils sont source d'encouragement, de motivation, ont un impact sur l'adhérence, améliorent tout ce qui touche le bien-être émotionnel et social, et enfin apportent un sentiment de sécurité. Ainsi, dans la prise en charge du lymphodème secondaire à un cancer du sein, l'intégration de l'activité physique semble essentielle, tant dans l'amélioration de la qualité de vie et des différentes dimensions qui la composent, que dans la diminution des symptômes qui sont associés à cette pathologie. Donc, une première étape pour sensibiliser les patientes pourrait prendre la forme d'un dépliant disponible en salle d'attente. Ce dépliant a pour objectif d'être amélioré avec une kinésithérapeute spécialiste pour la prise en charge des patientes après cancer du sein. Nous souhaiterions faire intervenir des patientes afin qu'elles nous donnent un avis sur les informations qu'elles souhaiteraient voir apparaître à l'intérieur. De plus, ce dépliant peut être mis à disposition des kinésithérapeutes, mais également de d'autres professionnels de santé, afin qu'ils aient les informations nécessaires pour comprendre cette pathologie et améliorer et optimiser leur prise en charge pour ces patientes. Voilà, je vous remercie.